la radio de la communauté, invité de ce journal, Maître Tricot. Alors, bonjour Maître, ou bonsoir. Bonjour. Voilà. Merci d'être notre invité, Maître Tricot, depuis Paris. Nous parlons aujourd'hui du procès Moukoko qui était donc à sa deuxième journée aujourd'hui, avec une affaire politique, bien sûr, puisqu'il était reconnu comme un procès politique. Alors, Maître, nous allons faire un rapide point sur la première et la deuxième journée de ce procès. Volontiers. Alors, tout d'abord, il faut noter que le procès qui s'est ouvert en précipitation hier à la Cour criminelle de Brazzaville a été marqué d'abord par le fait que la salle d'audience avait été remplie préalablement de policiers en civil, de façon à empêcher la famille du général Jean-Marie Michel Moukoko, notre client, donc d'entrer dans la salle d'audience. De même, seuls les journalistes de la presse dite présidentielle et de la télévision publique ont été autorisés à rentrer. Tous les autres journalistes nationaux congolais ou journalistes de la presse internationale, comme l'agence France Presse, Radio France Internationale, ont été refoulés à l'extérieur. Ça montre bien que le régime de Brazzaville se sent en état d'infériorité pour mener le procès politique contre le général Jean-Marie Michel Moukoko. Et d'ailleurs, compte tenu de la mobilisation qui s'est faite dans les médias et sur les réseaux sociaux, il a fallu attendre la quasi-fin de l'audience, hier vers 15 heures, pour que les journalistes en catastrophe soient autorisés à entrer. L'objectif du pouvoir, c'était que les journalistes indépendants ne puissent pas assister aux premières déclarations du général Jean-Marie Michel Moukoko et surtout à la lecture de l'acte d'accusation, qui est creux. Le général Jean-Marie Michel Moukoko s'est exprimé très brièvement pour dire 1. Je suis innocent de tout ce qu'on me reproche faussement. 2. Je bénéficie d'une immunité en tant que grand officier de l'Ordre national du mérite. Et je ne reconnais pas la compétence de votre cour, donc j'exercerai mon droit au silence. Le président de la cour lui a dit, mais ça, c'est une offense à la cour, un outrage à la cour. Et le général a répondu, rajoutez-moi un chef d'inculpation si vous le souhaitez. Donc, je dois rendre hommage au général Jean-Marie Michel Moukoko, car il s'est présenté de façon très déterminée et avec élégance et humour, il a déjà commencé à détruire ce procès politique de la honte. Donc ça, c'était extrêmement positif. Et c'est aujourd'hui déroulé la deuxième journée. Deuxième journée où on a dû constater qu'elle se poursuivait dans les mêmes conditions que la première journée, à savoir qu'il y a 8 inculpés dans cette affaire depuis le 16 juin 2016, date de l'inculpation du général Jean-Marie Michel Moukoko après une longue période d'assignation à résidence illégale à son domicile. Il a fait l'objet d'une inculpation, il a été placé en détention provisoire pendant 22 mois. Et il y a eu une instruction uniquement à charge et pas à décharge. Mais aux côtés du général Jean-Marie Michel Moukoko, il y a également 7 autres co-inculpés, à savoir M. Gilbert Tony Moudilou, à savoir mon confrère Maître Sylvain Maillère du barreau de Paris et d'autres citoyens français. Tous ces co-inculpés n'étaient pas présents hier à l'audience. Ils n'étaient pas présents aujourd'hui également. Il se trouve que j'ai pu joindre au téléphone tant mon confrère Maître Sylvain Maillère que M. Gilbert Tony Moudilou. Tous les deux m'ont dit, Maître Tricot, nous n'avons jamais reçu un quelconque acte de procédure pénale à l'initiative du gouvernement de Brazzaville. Nous n'avons pas reçu de citation à parquet, nous n'avons pas reçu donc de mandat d'arrêt international, il ne nous a pas été notifié non plus de commission rogatoire internationale, alors que nos adresses sont connues. Donc visiblement,
le régime de Brazzaville ne se sent pas sûr de lui dans cette procédure et il n'ose même pas poursuivre les autres co-inculpés. Ce qui est d'ailleurs un peu bizarre. Quand on accuse quelqu'un de vouloir porter atteinte à la sûreté d'un État, de faire un complot pour renverser, cette personne ne peut pas être seule. Qu'est-ce que reproche-t-on aux autres, notamment Aux autres, aux compatriotes? Aux autres, on leur reproche simplement une atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Donc, ils sont censés être de grands comploteurs et on ne comprend pas qu'ils ne participent pas à la procédure. Donc, de ce point de vue-là, c'est comme si on disait le général Sassou Nguesso, quand il a voulu faire son coup d'État contre le président Pascal Lissouba le 5 juin 1997, il n'a pas fait son coup d'État tout seul. Sinon, il n'aurait jamais pu déclencher le coup d'État et faire une guerre civile qui a coûté la vie à 400 000 Congolais. Il l'a fait avec ses milices paramilitaires Cobra, il l'a fait à plusieurs. Là, on dit atteinte à la sûreté de l'État, donc ça veut dire qu'il y a un complot et qu'il y a des hommes en armes, des mercenaires. Donc, où sont les preuves? Et il n'y a aucune preuve et même les co-inculpés, on n'ose pas les poursuivre, tout simplement parce qu'il n'y a aucune preuve. Et c'est bien un procès purement politique. Et pour finir sur la deuxième journée d'aujourd'hui, nous en avons la preuve, car était appelé à la barre le colonel Atipo, Oui. de la DGST, Direction Générale de Surveillance du Territoire, pour lequel on le demandait de nommer, de désigner les armes qui auraient prétendument été trouvées au domicile de notre client, le général Jean-Marie Michel Moukoko. Le colonel Atipo a indiqué à la barre que sa hiérarchie, en fait, ce n'est pas sa hiérarchie, c'est la présidence de la République, lui a donné instruction de ne pas s'exprimer à ce stade de la procédure. Et c'est bien normal, parce qu'il ne peut pas désigner les armes. C'est là où on voit que le régime de Brazzaville est peut-être très fort pour réaliser un coup d'État contre le président Pascal Lissouba, mais que par contre, dans le domaine judiciaire, ils n'ont absolument aucune compétence. Et si j'étais à la place du colonel Atipo, je m'inquiéterais pour ma sécurité et ma vie, parce qu'on lui a demandé de trouver de fausses preuves contre le général Jean-Marie Michel Moukoko, et il est incapable de les produire. Et c'est bien normal, parce que c'est ce même colonel Atipo, en tant que responsable, d'un des responsables de la DGST, qui avait convoqué le 4 mars 2016, jour anniversaire de l'explosion de Mpila et jour officiel de début de la campagne électorale pour les élections présidentielles et anticipées et truquées du 20 mars 2016, donc qui avait convoqué le général Jean-Marie Michel Moukoko au siège de la DGST, et le jour même, une perquisition avait été faite le 4 mars 2016 au domicile du général Jean-Marie Michel Moukoko, mais en présence de mes confrères, ces avocats du barreau de Brazzaville. Et oui, Maître Tricot, sur ce point, je voudrais que vous reveniez de façon méthodique et peut-être pédagogique sur cette procédure. Vous êtes un spécialiste. En quoi vous pensez que cette procédure est hautement contestable? Je voudrais que vous utilisiez des termes tout à fait simples pour nos auditeurs, des auditeurs. Avec plaisir, avec plaisir. Alors justement, je vais continuer sur cet exemple de la perquisition. Le 4 mars 2016, une perquisition est faite au domicile du général Jean-Marie Michel Moukoko par les officiers de la DGST. Ils constatent qu'il y a uniquement l'arme de service du général, comme tout officier général, il a droit à son pistolet, et qu'il y a uniquement sa garde qui lui est déléguée par le ministère de la Défense, sur instruction du général Sassou Nguesso, comme pour tout officier généraux, ils portent leurs armes de service. Il n'y a aucune arme qui est découverte. De plus, le général Jean-Marie Michel Moukoko, lui, dit « Je me lance dans ma campagne électorale, je n'ai pas besoin de garde armée, moi, je fais une campagne auprès du peuple, je n'aurai comme seule arme que mon bâton. » Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Dès le 10 mars 2016, sachant, connaissant le régime, qu'il risquerait d'être accusé de détention illégale d'armes, il a restitué ses armes au ministère de la Défense. Donc, il n'avait même plus les armes de service
de ses collaborateurs. Ensuite, comme vous le savez, à compter du 20 mars, a eu lieu, avec coupure Internet, avec coupure des réseaux RFI, etc. et tout, le scrutin, la fraude était organisée, on a fait un dépouillement de nuit, et à compter de ce moment-là, le général Jean-Marie Michel Moukoko, quand il y a eu le dépouillement qui était annoncé par le ministère de l'Intérieur, a indiqué qu'il contestait cette fraude électorale et qu'il appelait à la désobéissance civile. Et notamment, a été signée une charte de l'opposition, notamment de la plateforme IDC Frocade, composante Jean-Marie Michel Moukoko, pour organiser une désobéissance civile pacifique, et notamment des journées villes mortes sans manifestation, puisque le souci du général Jean-Marie Michel Moukoko était de ne pas faire de manifestations dans le cadre d'une crise post-électorale pour éviter les provocations du régime Sassou Nguesso et pour éviter que, de nouveau, le régime Sassou Nguesso ne fasse couler le sang. Et je dirais, le général Jean-Marie Michel Moukoko, avec lequel je pouvais à l'époque m'entretenir tous les jours au téléphone depuis Paris, puisque je faisais partie de son équipe de conseil, avait déjà prévu qu'il y aurait un risque de provocation du régime. Et d'ailleurs, à compter de son appel du 24 mars 2016 à la désobéissance civile et à la préparation de journées villes mortes pour le rétablissement de la vérité des urnes, son domicile a été encerclé par la police politique du régime et il y avait un véhicule de la DGST et du service d'interception des écoutes téléphoniques. Et régulièrement, le signal téléphonique était brouillé. La preuve en était, j'avais du mal à téléphoner au général Jean-Marie Michel Moukoko à son domicile à partir du 24 mars, parce que régulièrement, on brouillait ses communications. De temps en temps, on lui coupait la ligne téléphonique, on lui coupait même l'eau à son domicile, on empêchait son médecin de lui apporter ses médicaments pour l'hypertension. Et donc déjà, depuis le 24 mars, sa liberté d'aller et venir et d'expression était en jeu. Ensuite, comme vous le savez, le 4 avril 2016, le pouvoir a fait pression, a créé un incident de provocation, ce qu'avait prévu le général Jean-Marie Michel Moukoko, à savoir, il a donné instruction à un ancien chef de milice Cobra de la guerre de 1997, à savoir le député du Parti congolais du travail, parti présidentiel, le PCT, le député Aimé Idver-Moigny, qui avait mis en place une nouvelle milice. Donc, il lui a donné instruction de créer un simulacre d'attaque extérieure de Brazzaville. Tout ça pour faire pression sur la Cour constitutionnelle qui, le 4 avril, se réunissait pour valider le hold-up électoral du grand perdant des élections anticipées et truquées du 20 mars 2016, le général Denis Sassou Nguesso, puisque, comme vous le savez, était arrivé en tête le général Jean-Marie Michel Moukoko. Donc, les miliciens de M. Aimé Idver-Moigny ont, depuis le nord de Brazzaville, après avoir bénéficié de l'armement du commando parachutiste, attaqué les quartiers sud de Brazzaville et ont tenté de se faire passer pour, soi-disant, des miliciens ninja Tsulu du pasteur Ntoumi. Je partage totalement l'analyse de Monseigneur Portela, l'évêque de Kinkala, dans le département du Poul, qui a fort justement fait observer que depuis le 19 mars 2016, depuis la veille de l'organisation du scrutin présidentiel anticipé, Brazzaville était totalement encerclée par des barrages militaires et de police. Donc, il était impossible à des gens de venir de l'extérieur et de rentrer dans Brazzaville sans se faire intercepter. Et c'est pour ça que, bien entendu, le pasteur Ntoumi n'a rien à voir avec les incidents qui ont été créés par les miliciens PCT de M. Idver-Moigny. Donc là, on voit bien qu'on a eu une provocation la plus totale. Mais cette provocation était préméditée, puisque le jour même, le 4 avril 2016, on a renforcé l'encerclement de la résidence, le domicile du général Jean-Marie Michel Moukoko, mais des hélicoptères avec des mercenaires, des pilotes ukrainiens, armés de missiles, ont décollé de Brazzaville pour aller bombarder
les villages du Poul. Donc tout ça était prémédité, parce qu'on ne met pas en branle tout un appareillage militaire et on ne recrute pas des mercenaires au dernier moment. Les mercenaires ukrainiens se font payer très cher et il faut le temps de les déplacer, de leur donner des passeports, de les faire venir à Brazzaville. Sinon, ils n'auraient pas pu commencer les bombardements dès le 4 avril 2016, donc des villages du Poul. Donc tout ça, c'est une manœuvre grossière, typique du régime Sassou Nguesso, qui sait commander des assassinats, qui sait commander des crimes massifs. Et donc, il était logique que le général Jean-Marie Michel Moukoko s'élève contre cela. Donc, a eu, avant son inculpation, une deuxième perquisition à son domicile, où, soi-disant, hors la présence de ses avocats, ont été découverts des armes. Mais, excusez-moi, ces pauvres bras cassés, donc du régime Sassou Nguesso, qu'il s'agisse des policiers ou des magistrats, se souvenaient même pas que le 4 mars, ils avaient fait une perquisition et qu'on n'avait pas trouvé d'armes. Alors, comment ils peuvent expliquer qu'on trouve des armes au domicile du général, hors la présence de ses avocats, alors que son domicile était constamment encerclé par des policiers? Donc, et que seuls pouvaient rentrer au domicile du général, Jean-Marie Michel Moukoko, des représentants du régime. Donc, personne d'autre que des représentants du régime ne pouvait déposer des armes. Et c'est pour ça que le pauvre colonel Atipo, aujourd'hui, était bien embarrassé. Comment peut-il nommer des armes? D'autant plus que, je reprends l'expression, tous ces bras cassés ne se sont même pas aperçus, et ça va se retrouver dans la procédure contre l'ancien ministre et député de l'ECANA, André Onkombi-Salissa, qui lui aussi fera bientôt l'objet d'un procès politique bâclé, parce qu'on lui a lui aussi déposé des armes à son domicile. Mais il se trouve qu'a priori, un certain nombre de ces armes ont les mêmes numéros que celles qu'on dit avoir déposées chez Jean-Marie Michel Moukoko et chez André Onkombi-Salissa. Donc le pauvre colonel Atipo, là, à sa place, je m'inquiéterais, parce qu'il va être considéré comme ayant été incapable de réunir des preuves à charge contre Jean-Marie Michel Moukoko, et puis après, contre André Onkombi-Salissa. Donc, on voit bien qu'on a eu 22 mois d'instruction, de détention illégale et arbitraire du général Jean-Marie Michel Moukoko, et pendant ces 22 mois, les magistrats instructeurs n'ont pas été capables de trouver la moindre preuve contre le général Jean-Marie Michel Moukoko. Ils en sont maintenant arrivés à dire « Ah, mais il y a un délit d'intention contre le général ». Le général avait l'intention de faire un coup d'État, il l'a montré, et on en reparlera par une vieille vidéo de 2007, et il l'a montré parce que le 24 mars, quand il appelle à organiser des journées villes mortes, en réalité, ça veut dire appeler à faire un simulacre d'attaque extérieure de Brazzaville le 4 avril 2016. Donc, on voit que, faute de preuves, on en est réduit à accuser notre client, le général Jean-Marie Michel Moukoko, d'avoir eu des intentions. Mais en droit pénal, une simple intention n'est pas un délit. Il faut qu'il y ait on en reparlera. intentionnel et d'un élément matériel. Je suis à votre disposition. Voilà, on en reparlera dans l'affaire de la vidéo. Alors, à vous entendre, Maître Eko, on comprend bien que la vérité est dans votre camp. Alors, pourquoi donc, Maître Eko, avoir choisi la stratégie du silence? Parce que je vois que vos collègues qui sont nombreux là-bas, assis et ne parlent pas. Pensez-vous que cette stratégie soit payante pour la défense? Oui. Alors, ce choix a été fait par notre client, le général Jean-Marie Michel Moukoko. Nous sommes un collectif de 7 avocats. 4 avocats du barreau de Brazzaville et 3 avocats du barreau de Paris. Et c'est notre client, qui est extrêmement lucide, qui a fait ce choix. Parce que personne, mieux que lui, ne connaît les méthodes internes du régime Sassou Nguesso, qui cumule 34 ans d'échecs, 34 ans de trahison et 34 ans d'échecs économiques avec un pays poussé au bord de la faillite totale. Donc le général Jean-Marie Michel Moukoko nous a dit on ne peut pas cautionner ce régime où il n'y a pas indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis du pouvoir exécutif. La preuve en est, c'est que le 30 décembre dernier, devant le Parlement,
le général Denis Sassou Nguesso a déclaré aux parlementaires qu'il souhaitait que les principaux anciens candidats à l'élection présidentielle, accusés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, soient jugés durant le premier trimestre 2018, selon son expression. Donc on voit bien qu'on est dans un régime où c'est le pseudo-chef de l'État, celui qui a perdu les élections, qui donne instruction aux magistrats d'accélérer la procédure. Alors qu'effectivement, on l'a vu, on a eu 22 mois d'instruction totalement mal faite. Donc, le général Jean-Marie Michel Moukoko nous a dit il n'y a pas indépendance de la justice. Là, ça n'est pas un procès, c'est un simple règlement de compte politique entre le général Denis Sassou Nguesso et le général Jean-Marie Michel Moukoko. Il me reproche d'avoir gagné les élections présidentielles anticipées du 20 mars 2016. C'est le seul reproche qu'il puisse me faire. Alors, sur ce point, quelles sont éventuellement les conséquences de cette attitude? Vous êtes un spécialiste, comme les autres. Alors, est-ce que vous les conséquences de ce droit au silence, comme je le rappelle… Vous n'êtes pas obligé de répondre à la question si cela gêne la défense, mais je perçois dans l'attitude du juge certainement une manière de dire c'est un aveu. Non, alors, c'est ce qu'ils essaient de dire, mais c'est ce qu'ils voudraient dire. Mais dès le départ, hier, le général Jean-Michel Moukoko a déclaré « Je suis innocent de toutes vos accusations. Oui. Je bénéficie… » Il a dit 1. Je suis innocent de toutes vos accusations. 2. Je bénéficie de l'immunité juridictionnelle. 3. Je ne reconnais pas la compétence de votre cour criminelle. En conséquence, j'exerce mon droit au silence. Et c'est là où le président de la cour lui a répondu « Mais ça représente un outrage à magistrat. » Il a dit « Rajoutez-moi un chef d'inculpation et maintenant je conserverai le droit au silence. » Donc, on sait qu'il est innocent. Il a dit « Je suis innocent » et il veut conserver son droit au silence parce qu'il ne veut pas cautionner une parodie de procès où il n'y a que même les fausses preuves. On l'a vu avec le colonel Atipo, il n'est même pas capable de nommer les armes qui, soi-disant, étaient découvertes à son domicile. Il n'y a que des fausses preuves. On ne va pas perdre son temps à cautionner une parodie. Donc, il a un droit au silence. Le général Jean-Marie Michel Moukoko a demandé à ses avocats à Brazzaville d'exercer eux aussi leur droit au silence, mais d'être présents à l'audience, parce que si mes 4 confrères de Brazzaville n'avaient pas été présents à l'audience, ils auraient désigné des avocats commis d'office, qui auraient été des avocats à la botte du régime. Donc, il n'était pas question d'en rajouter. Donc, en exerçant son droit au silence, le général Jean-Marie Michel Moukoko laisse le régime se décrédibiliser tout seul. Et je dirais, la stratégie du silence est totalement payante. On l'a vu hier, où le régime a voulu faire fuir la presse nationale et internationale, tellement il avait peur. Et on le voit aujourd'hui, parce que le colonel Atipo n'ose même pas nommer les prétendues armes, leur numéro de série qu'il aurait découvert, etc. Donc, le régime va lui-même se décrédibiliser. Et le simple fait qu'il n'ait pas fait venir les autres co-inculpés à la procédure montre bien qu'on est uniquement dans le cadre d'un règlement de compte politique entre 2 hommes, M. Denis Sassou Nguesso et M. Jean-Marie Michel Moukoko. Les autres co-inculpés, on les a oubliés. Alors, ici, nous parlons de l'affaire de la vidéo. Alors, Tony Moudilou a été oublié dans cette affaire, alors que nous savons qu'il en était le promoteur. L'affaire de la vidéo qui était à l'origine une affaire de famille, qui était classée comme affaire de famille. Est-ce qu'en matière de droit, celui qui a décidé de classer cette vidéo comme affaire de famille, devrait-il s'en remettre au juge pour utiliser cet élément comme une preuve contre lui? Alors, l'expression affaire de famille, c'est d'ailleurs le général Denis Sassou Nguesso qui l'a évoqué en 2009, quand le général Jean-Marie Michel Moukoko lui a parlé de cette vidéo qui avait été ramenée à Brazzaville par Madame Arlette Soussan-Nono, membre du comité central du Parti congolais du travail. Donc, effectivement, le général Denis Sassou Nguesso a dit « ça, c'est de la rigolade, c'est une affaire de famille. De toute façon, j'ai besoin de toi, général Moukoko, et de toute façon, compte tenu du fait que tu es un Saint-Cyrien
apprécié de la communauté internationale, que tu as mené des missions de paix en Côte d'Ivoire, qu'au niveau de l'Union africaine, tu as une bonne réputation. J'ai besoin de toi comme conseiller pour les opérations de maintien international, de maintien de la paix, et tu auras une promotion et tu seras nommé en République centrafricaine comme représentant de la présidente de la Commission de l'Union africaine. Donc effectivement, le général Denis Sassou Nguesso a dit c'est une affaire de famille, on oublie ça. De toute façon, depuis 2007, il n'y a eu aucun commencement d'exécution. J'ai bien compris que le général Mokoko, c'était pas du tout un putschiste, sinon, vu sa popularité dans l'armée, il aurait déjà fait le coup d'État. Donc le général Denis Sassou Nguesso avait effectivement classé l'affaire en disant c'est une affaire de famille, on n'en parle plus. Simplement maintenant, le général Denis Sassou Nguesso est dans une telle situation difficile qu'il est obligé, comme il est dans une crise de légitimité, comme vous avez deux principaux piliers du régime qui sont en train de s'affronter. Vous avez le pilier sécuritaire animé par le contre-amiral donc Jean-Dominique Okemba du Conseil national de sécurité, qui de fait s'oppose au pilier économique qui est dirigé par Denis Christel Sassou Nguesso fils, qui a longtemps été à la tête de la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo. Donc ces deux piliers, la sécurité, les forces armées, la police, et puis les prédations économiques dans le pétrole, les ports autonomes, le bois, etc., commencent à s'affronter pour préparer la guerre de succession, l'après Denis Sassou Nguesso, qui a 74 ans et qui commence à être usé par ses 34 années d'échec. Donc, là, pour essayer de se restaurer un semblant de légitimité, et conscient du fait que la popularité du général Jean-Marie Michel Mokoko est le principal obstacle à la tentation du général Sassou Nguesso de voir son fils, Denis Christel Sassou Nguesso, lui succéder. Donc, il est obligé d'organiser ce simulacre de procès. Et donc, il revient sur sa promesse d'affaires de famille et il est obligé de ressortir la vidéo. Parce que de toute façon, à ce stade-là, le général Denis Sassou Nguesso n'a plus d'honneur. Il est en train d'essayer de sauver sa peau et sa succession à la tête de la République du Congo, qui voudrait transformer en royaume où on peut passer le pouvoir de père en fils. Sur le plan international, Maître Rico, est-ce que tout ceci arrange les affaires du gouvernement? On sait que le gouvernement tente de signer avec le FMI un accord. Est-ce que vous ne voyez pas que ce procès risque de tout gaspiller? Alors, c'est une excellente question, parce que comme vous le savez, il y a quelques semaines, il y a eu une mission du Fonds monétaire international qui s'est rendue à Brazzaville. Les représentants de cette mission ont procédé à un premier audit et ils ont constaté que les comptes nationaux de la République du Congo-Brazzaville avaient été totalement truqués et que ce qui avait été présenté auparavant au Fonds monétaire international était totalement faux et que notamment la dette extérieure du Congo est considérablement supérieure à ce qui avait été annoncé. En conséquence, les représentants du Fonds monétaire international ont demandé que soient respectées des conditionnalités, et notamment des conditionnalités de bonne gouvernance, pour que le Fonds monétaire international puisse envisager la reprise de crédit avec le Congo-Brazzaville, puisque le Congo-Brazzaville a eu à plusieurs reprises beaucoup de retard dans le paiement de remboursement de sa dette extérieure, et qu'il effectivement inquiète la communauté internationale, puisque plusieurs organismes de rating internationaux ont dégradé la notation financière, le rating financier du Congo-Brazzaville, qui effectivement est au bord de la faillite financière totale. Pour cela, les représentants du Fonds monétaire international ont dit qu'il est indispensable de respecter des conditionnalités de bonne gouvernance si l'on veut envisager de nouveaux crédits du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale au Congo-Brazzaville. Et notamment, ils ont demandé que des mesures soient prises pour réduire, ne serait-ce que de façon un tout petit peu significative, le taux de corruption qui sévit au Congo-Brazzaville, et également pour réduire la mainmise du clan familial Sassou Nguesso sur les principales ressources naturelles du Congo-Brazzaville. C'est pour ça qu'il était demandé
déjà auparavant. C'était une longue revendication des représentants du Fonds monétaire international. Il a été demandé que M. Denis Christel Sassou Nguesso quitte la direction générale de la Société nationale des pétroles du Congo, puisque, comme vous le savez, un consortium international de journalistes a pu déterminer que Denis Christel Sassou Nguesso, dans le cadre de l'affaire des Panama Papers, avait des comptes bancaires à l'étranger, pas seulement au Panama, y compris par exemple tout près de la France, à la frontière de la France et de l'Andorre et de l'Espagne, dans la principauté d'Andorre, où il a un compte bancaire avec plus de 850 000 euros. Il a des comptes bancaires un peu partout, il en a à Hong Kong, il en a, etc. On ne va pas citer tous les endroits, tous les paradis fiscaux, même au Belize, etc. Tous les paradis fiscaux où il a des comptes. Donc, comme vous le savez, il y a également des affaires judiciaires dites des biens mal acquis, où un certain nombre de biens dont il apparaît qu'ils ont été détournés au peuple congolais et aux contribuables congolais par le clan familial Sassou Nguesso. Ces fonds-là ont servi à acheter des biens immobiliers en France, où des immeubles, des hôtels particuliers ont été saisis, mais également en Amérique du Nord, dans différents pays. Donc, compte tenu de cette corruption énorme, le Fonds monétaire international a imposé des conditions de bonne gouvernance et demande également que soit réglée la question des prisonniers politiques. Et là, effectivement, est le point faible. Et nous pensons que le général Denis Sassou Nguesso accélère la procédure contre le général Jean-Marie Michel Moukoko pour le faire condamner de façon expéditive et après pouvoir dire « Moi, général Sassou Nguesso, je suis prêt à accorder ma grâce au général Jean-Marie Michel Moukoko. » Vous imaginez tout cela déjà? Qu'on rétablisse les crédits. Exactement. Qu'est-ce qui vous fait dire tout cela, Maître Rico? Ce qui fait dire ça, c'est effectivement la situation financière désastreuse du régime qui tarde à payer ses fonctionnaires. Il a été obligé de faire pression sur une compagnie pétrolière pour qu'elle accepte de faire la soudure et payer quelques fonctionnaires dont les salaires sont en retard. Donc le régime a tellement pillé les ressources naturelles du Congo et ses richesses, il est tellement endetté qu'il n'a même plus les moyens de corrompre des politiciens occidentaux pour le soutenir. Ce qui d'ailleurs montre que ça facilite un changement d'attitude de la communauté internationale. Parce qu'à partir du moment où on n'a plus les moyens de s'acheter des soutiens à l'étranger, ben l'étranger vous soutient moins bien. Et effectivement, on est dans une situation où régulièrement, on voit des émissaires du régime venir dans différentes capitales internationales, essayer de solliciter une reprise de crédit, essayer de solliciter un soutien. Je peux en donner un exemple. Vous avez eu le 4 avril dernier, le porte-parole du gouvernement français, M. Benjamin Griveaux, qui, sur un réseau social bien tenu, le même que celui qui est utilisé par le président américain Donald Trump, a posé Twitter pour le nommer. Moi, en tant qu'avocat, j'évite de faire de la publicité, mais c'est vous qui le nommez ce réseau social. Donc, sur ce réseau social, M. Benjamin Griveaux a posé une très juste question. Il a dit « Le gouvernement français peut s'interroger sur des relations durables avec le gouvernement du Congo-Brazzaville qui emprisonne systématiquement ses opposants. » Il a précisé, bien entendu, on ne va pas rompre les relations diplomatiques avec ce gouvernement, mais la question se pose. Et à la suite de cette prise de position du porte-parole du gouvernement français, vous avez eu le porte-parole du gouvernement illégitime de Brazzaville, le ministre Thierry Mungala, celui qui a l'occasion de souvent me critiquer sur les médias, qui a demandé, qui a osé se permettre, alors qu'il est représentant d'un régime illégitime, qui a perdu les élections, qui est au bord de la faillite, il a eu l'audace de demander des explications à M. Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement français, en disant qu'il souhaitait des explications du gouvernement français sur cette critique. Bien entendu, le gouvernement français ne s'est pas abaissé à répondre à un gouvernement illégitime. Et je dois noter que ça, c'est quelque chose de très nouveau. Et ça montre bien que nous sommes entrés dans un début d'ère nouvelle, comme l'avait annoncé le président. Et c'est un signal fort qui correspond
à l'esprit du discours qu'a fait à Ouagadougou, au Burkina Faso, le président français Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il s'agit de rompre avec l'ancien monde. Le temps de la corruption, le temps des valises, parce que le régime Sassou Nguesso, comme au Congo-Brazzaville, comme le régime Bongo au Gabon, ont constitué deux des principaux régimes de l'ancienne Afrique équatoriale française, ancienne colonie française d'Afrique, qui ont participé au mécanisme de valise qu'a fort bien évoqué mon excellent confrère Robert Bourgi, qui a indiqué qu'il était missionné par le président Nicolas Sarkozy à l'époque pour aller chercher des valises de billets pour financer des campagnes électorales. Et effectivement, les deux principaux régimes concernés par ces valises de corruption sont les régimes Alors, Maître Rico, et les régimes Bongo. nous avons quelques difficultés avec Paris. Oui. Je vous écoute. Vous avez un problème de son? Je vous écoute. Ah oui, je vois que l'image est en train de se bloquer. Je vois. Moi, je vous vois, mais votre image s'est bloquée. Allô? Oui. Il faut peut-être se reconnecter. Oui, Jean-Louis, parce que là, votre image s'est figée. Il faut peut-être mieux se reconnecter. Allô?